la fin des frontières, le commerce, les échanges, l'Internet, la mondialisation vont permettre la paix planétaire. On voit ce qu'il en est, et c'est une énorme défaite intellectuelle qui est tout de même le socle de la manière de penser la politique à laquelle nous sommes confrontés. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au Moyen-Orient, Israël au cœur de sa région, consacré aujourd'hui à deux angles et volets, j'allais dire, particuliers de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à savoir les motivations de Poutine dans ce conflit d'une part, et d'autre part la faiblesse des réactions européennes et françaises notamment. Alors pour en parler en ligne avec nous depuis Paris, Jacques Tarnero. Jacques, bonjour. Bonjour. Bonjour et shalom. Jacques, pour vous présenter brièvement, vous êtes essayiste, auteur du livre Le nom de trop, Israël, et avec comme sous-titre Israël illégitime, point d'interrogation, et co-réalisateur, il faut le rappeler, en 2003, d'un film à succès réalisé avec Philippe Bensoussan qui s'appelle Décryptage. On peut aussi ajouter que vous êtes un observateur très avisé et renseigné de la scène sociopolitique française et européenne. Alors, vous avez écrit il y a quelques jours avant cette guerre déclenchée par Moscou, vous avez écrit une analyse justement sur la situation d'ensemble avant que les mots de la guerre ne se transforment en actes de guerre, une analyse intitulée Minuit moins le quart dans le siècle. Et donc, je répète, quelques jours avant que les hostilités ne s'ouvrent. Et en fait, avez-vous vous-même été surpris, ce sera ma première question, par l'entêtement et la détermination de Vladimir Poutine, non seulement à déclencher ces hostilités, et aussi à faire durer cette guerre qui dure presque un mois aujourd'hui? Oui, j'ai été surpris moi-même par l'attaque russe et la violence de cette attaque. Et la première réaction a été d'abord la sidération. Nous n'imaginions pas, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, peut-être nous étions trop habitués à la paix en Europe depuis 70 ans, hormis la guerre dans les Balkans, dans l'ex-Yougoslavie, et nous croyions que cette paix était éternelle et que ça pouvait continuer comme ça. Et voilà que la guerre fait irruption en Europe, et on est sidéré par tout cela. On est sidéré par les images en se disant ça se passe tout près de chez nous. Et naturellement, on est inquiet de ce qui pourrait se passer si la guerre débordait en Pologne, en Roumanie, etc. Et d'autre part, c'est les arguments invoqués par les Russes et par Poutine en particulier, quand il invoque la nazification de l'Ukraine et la guerre menée par la Russie, l'invasion de l'Ukraine, renvoie étonnamment aux images de l'invasion de la Pologne en 1940, et on dirait que cette invasion a comme argument des mots qui sont le contraire de la pratique des Russes, de ce que font les Russes. C'est-à-dire, ils accusent les Ukrainiens de nazis, mais l'invasion de l'Ukraine ressemble à l'invasion nazie en 1940. Alors, selon vous, justement, puisque vous mettez en exergue la langue de bois moscovite des pires années, on a l'impression qu'on est revenu aux pires années noires du stalinisme, mais quels seraient, au-delà donc de ce qu'on présente à la galerie, quels seraient les véritables motifs et objectifs de Poutine dans cette guerre qui a surpris tout le monde? Je ne vais pas faire de la psychanalyse de bazar, mais on dirait que Poutine règle des comptes imaginaires. Il voit dans l'Ukraine une terre russe. Il ne considère pas l'existence de l'État ukrainien comme légitime. Il ne supporte pas que cet État échappe aux frontières de l'ancienne Russie ou de l'ancienne URSS. Voilà apparemment
car Poutine semble être un personnage tout à fait étrange, tout à fait singulier, avec une psychologie, quand on dit paranoïaque, ça a été le mot qui a été employé par beaucoup d'observateurs et d'experts. Il y a quelque chose de délirant dans cette attitude. S'il veut rendre à la Russie les frontières de l'Empire tsariste ou les frontières de l'Empire soviétique, alors le monde est mal barré. Alors justement, les motivations exactes. On en croise certains experts occidentaux qui ont publié des analyses dans la presse internationale ces derniers jours. Eh bien, ce conflit ouvrirait, certains emploient le conditionnel, d'autres l'affirment, la perspective jusque-là peu plausible d'une utilisation régionale ou même continentale des armes nucléaires. Est-ce aussi votre avis ? Écoutez, il bombarde des écoles, il fait fi de la vie humaine. Voilà, on dirait qu'il y a une méthode russe qui a déjà été expérimentée en Syrie via Bachar Assad, où la vie des civils, la vie des populations ne compte pas. Bachar Assad et les Russes de Poutine auraient pu être stoppés en 2015 ou 2013, je ne sais plus, quand ils avaient fait usage de gaz... d'armes chimiques. D'armes chimiques qui ont massacré des milliers de personnes. Obama s'était engagé à réagir, il n'a pas réagi et on a laissé faire. Pour le compte de la Russie, qui a prétendu récupérer les armes chimiques et mettre le holà à l'usage qui en était fait par Bachar Assad. Donc, je pense que Poutine a eu le sentiment d'avoir les mains libres. Qu'est-ce qui nous dit que l'usage de bombes nucléaires tactiques, espérons que ce soit que cela, ou même d'armes chimiques, ne soit pas réutilisé par les mêmes acteurs, en l'occurrence le principal fournisseur, la Russie. Si la Russie piétine, et apparemment elle piétine dans ce conflit qui a des formes très classiques pour le moment, avec des chars, mais on a vu que les chars n'avançaient pas très vite, est-ce qu'ils hésiteraient à utiliser des bombes nucléaires tactiques ? J'ai aucune idée, mais au vu de la manière dont la Russie pratique la guerre, c'est-à-dire l'écrasement de la population, l'écrasement d'un État, la destruction des structures de cet État, pourquoi pas ? Peut-être que ça fait partie des possibilités, mais auquel cas l'engrenage de la guerre prend une toute autre allure et c'est terrifiant. Alors, en ce qui concerne le second volet, parce que évidemment sur les motivations de Poutine, il y a le regard que nous portons sur ses objectifs, ses motivations est rationnel, et il y a évidemment une part d'irrationnel. Mais en ce qui concerne les réactions, le deuxième volet de notre discussion, les réactions pour le moins faibles et timorées et de l'Europe et entre autres de la France, on pourrait aussi dire des États-Unis. Comment vous expliquez ça, cet embarras et cette situation où finalement les seules choses qui ont pu être décidées, ce sont des sanctions économiques et financières qui peuvent avoir un impact, mais qui n'arrêtent strictement pas le conflit ? Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais jusqu'où peut-on aller ? Il y a une situation, un paradoxe effrayant. L'Europe achète toujours du gaz à la Russie. L'argent gagné par les Russes dans le paiement de ce gaz permet aux Russes d'alimenter la guerre et de continuer la guerre. Or, voilà que les Européens, l'Allemagne en particulier, payent aux Russes le prix de la guerre qu'elle dénonce par ailleurs. Donc c'est une contradiction épouvantable, irréductible. Si on voulait sanctionner la Russie pour son agression, il faut stopper tout de suite l'importation de gaz russe. C'est la seule sanction qui pourrait être menée. Mais il se trouve que le souci de confort en Europe, de baisser la température des chauffages, mais enfin, nous sommes le premier jour du printemps et je pense qu'on pourrait mettre un pull au vert plutôt que de monter le chauffage. En Europe, nous ne sommes pas aux abois. La seule manière de s'opposer à l'agression russe, c'est de stopper les liens commerciaux avec la Russie. Or, voilà qu'on continue. Alors, bien sûr, il y a un discours des apparences qui est on saisit le yacht de je ne sais pas quel oligarque
pour le punir, mais c'est pas ça qui fait reculer la Russie. L'Europe a une position d'apparence, elle gesticule beaucoup, mais dans les faits, je ne vois pas en quoi ça gêne pour le moment les Russes. On nous dit que l'économie russe est à plat, qu'elle va aller de plus en plus mal. Les médias disent que Poutine a d'ores et déjà perdu la guerre, mais en attendant, ce sont les Ukrainiens qui se font massacrer. Donc, voilà le constat paradoxal des positions européennes et françaises. Je suis moins sévère que vous par rapport à la France et à Macron. Je pense que Macron a fait, et entre autres en tant que président de l'Union européenne, des démarches, et il s'est beaucoup agité, mais c'est comique. Poutine doit rire dans sa barbe. Alors justement, j'allais vous demander pourquoi cela n'a-t-il servi à rien, cette réunion de 5 heures lors de laquelle, donc, enfin, se rendant à Moscou pour rencontrer en tête-à-tête Poutine, le président Macron a dû subir un exposé de 4h30 sur les liens entre l'Ukraine et la Russie, et finalement en se faisant mener par le bout du nez et en repartant, si j'ose dire, la queue entre les jambes. Ça a induit, si vous voulez, donc demander pourquoi c'est à ce point un échec de la part de la France, et ça renvoie à cette remarque faite par un député français en milieu de semaine dernière à l'Assemblée nationale, qui s'est interrogé au vu a-t-il rappelé, des excellentes relations diplomatiques qui ont pu exister dans l'histoire entre Paris et Moscou. Comment se fait-il que c'est Israël qui a tenté une médiation de manière plus efficace une fois la guerre déclarée, sans parler de la connotation sans doute assez anti-israélienne de cette remarque. Comment vous jugez, vous, à la fois l'échec de Macron et la tentative du Premier ministre israélien Naftali Bennett? Il y a apparemment des relations extrêmement ambivalentes entre Israël et la Russie, entre Netanyahou puis Bennett et Poutine. Je pense qu'il y a chez Poutine une absence totale de considération antisémite, de préjugés antisémites, qu'il a une sympathie pour les Juifs, pour Israël. Je ne saurais pas rentrer dans le détail. Et toujours est-il que quand Israël frappe en Syrie, à côté de positions russes, qu'il frappe sur des positions du Hezbollah, la Russie ne dit rien, n'intervient pas. Ils auraient les moyens d'intervenir. La question de l'Europe et de la France en particulier par rapport à la Russie, c'est la question finale, c'est sommes-nous prêts à aller nous battre pour l'Ukraine? Sommes-nous prêts à affronter militairement la Russie? Rien ne nous dit aujourd'hui, il y a des bombardements russes à la frontière avec la Pologne, qu'une bavure, qu'une erreur de tir, qu'une erreur d'avion n'engendre pas des morts en Pologne. En Pologne, pays membre de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN s'engagera? À partir du moment où l'OTAN serait partie prenante du conflit, tout est possible et je me garde bien de faire des pronostics. Sachez par ailleurs que dans l'idée, dans le cadre d'un conflit possible, j'apprends par la presse, c'est dans le Figaro de ce week-end, que la France n'a de réserve de munitions pour son armée en cas de conflit de haute intensité qu'une semaine, 15 jours peut-être, de stock de munitions pour faire la guerre. C'est invraisemblable. Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas parler de guerre si on ne se dote pas des moyens de la faire. Apparemment, Poutine, lui, a préparé son offensive depuis très longtemps, très longtemps. On ne mobilise pas 200 000 hommes à la frontière de l'Ukraine sans avoir l'intention de faire la guerre. Tout ça a été sous-estimé. Malgré les photos aériennes fournies par les Américains aux Européens, on ne voulait pas le croire. Et puis aujourd'hui, on apprend qu'on n'a pas vraiment les moyens de faire la guerre et que nous n'avons pas de bombes nucléaires tactiques. On a des bombes nucléaires stratégiques, je parle pour la France. Je suis incapable de faire des pronostics, j'en ai pas les moyens, je ne connais pas l'état des lieux, je fais ce constat qui est la question ultime,
Les Européens sont-ils prêts à payer le prix fort, c'est-à-dire la guerre, pour arrêter l'agression russe? Alors sur le fond, vous touchez du doigt une partie de ce que je vais vous demander déjà, mais cette inefficacité patente de l'Europe et dont la France, maintenant qu'on est au cœur de cette première guerre, une première guerre de cette ampleur qui est la première du genre depuis 1945, vous le rappeliez aussi, eh bien, n'est-elle pas due, sur le fond, aux illusions post-modernistes, que je qualifierais ainsi, du vieux continent, et particulièrement de la France, sur la supranationalité européenne et l'efficacité de l'Union européenne pour justement faire régner une paix éternelle, et le mépris de l'utilité des frontières, d'un cadre national pour chaque pays et d'une armée nationale forte, vous y faisiez allusion, autant de valeurs supranationales au nom desquelles l'Europe s'est permis depuis 3 ou 4 décennies de critiquer vertement Israël pendant tout ce temps où on mettait en accusation, et pas simplement dans les discours des politiciens, mais dans les émissions de télévision, dans les livres aussi, le nationalisme outrecuidant de l'État hébreu, son chauvinisme y compris, le militarisme de sa société civile qui vit l'arme au pied, obligé de défendre ses frontières, et son obsession justement à faire défendre son sol par des soldats citoyens. Or, on voit aujourd'hui que la France et l'Europe sont, je dirais, presque nues devant cette situation nouvelle, totalement démunies face à la Russie. C'est assez pathétique tout de même. Vous avez tout à fait raison. La réponse à votre question est comprise dans ce que vous venez de dire. Nous avons vécu dans l'illusion. Souvenez-vous, quand l'Union soviétique s'est effondrée, Francis Fukuyama avait écrit « C'est la fin de l'histoire », alors que Samuel Huntington disait « Non, ça n'est pas la fin de l'histoire, mais bientôt ce qui va se substituer à l'affrontement Est-Ouest, c'est le choc des civilisations ». Eh bien, on voit, et à ce moment-là, quand Huntington avait écrit cela, tout le monde lui est tombé dessus en disant c'est un discours nationaliste, raciste, xénophobe, etc., etc. Et aujourd'hui, voilà que les illusions qui ont servi de socle au discours dominant, à la doxa dominante européenne, et il n'y a pas qu'au plan géopolitique que tout ceci se produit. La fin des frontières, le commerce, les échanges, l'Internet, la mondialisation vont permettre la paix planétaire. On voit ce qu'il en est, et c'est une énorme défaite intellectuelle qui est tout de même le socle de la manière de penser la politique à laquelle nous sommes confrontés. Et les critiques contre Israël, je rebondis sur la fin de votre propos, tombent aussi. Mais peut-être que les Européens sont incapables de le reconnaître. Israël est un État-nation qui se défend en tant qu'État-nation et qui défend ses frontières. Et voilà qu'aujourd'hui, on se rend compte, mais un peu tard, que les frontières sont essentielles et que l'idée de la nation est essentielle à la paix possible entre nations différentes. Ceci est valable pour l'Ukraine et ceci est valable pour le statut des différents États européens. Nous n'avons pas voulu regarder en face le monde réel au profit de fictions idéologiques et nous en payons le prix dramatiquement. Pour m'être entretenu, évidemment, avec différents collègues et aussi des membres de ma propre famille qui habitent la France, j'ai perçu, au-delà des analyses que nous essayons de rationaliser, vous et moi, pendant cet entretien, j'ai perçu une véritable inquiétude, j'allais dire, personnelle des uns et des autres. J'ai suivi quelques programmes des chaînes de télévision françaises, dont un qui s'est déroulé sur France 2, je crois, au soir même de l'invasion, de ce fameux jeudi noir où la Russie a franchi la frontière ukrainienne. Et j'étais stupéfait de voir que les Français qui étaient interrogés par email ou plutôt
plutôt par Internet et par WhatsApp pour participer à cette émission, étaient personnellement inquiets des risques concernant directement la France, même si ça se situe à 1500-2000 km, mais qui étaient des risques que les Français vivaient avec intensité. Est-ce que c'est, vous qui êtes à Paris, Oui. est-ce que c'est vraiment ça qu'on ressent, un souci prégnant, pas simplement géopolitique? Oui, bien sûr, les positions de voyeurs qui sont les nôtres, quand on regarde toutes les chaînes de télé et qui montrent les images de l'Ukraine, sont affolantes. Tant que les guerres étaient des conflits exotiques, entre des sauvages exotiques, au Rwanda, en Asie du Sud-Est, dans tous les pays où il y avait des conflits énormes faisant des milliers et des milliers de morts, nous étions relativement indifférents. Voilà qu'aujourd'hui, on voit des gens qui nous ressemblent, nous en Europe, avec des familles, des enfants, des bébés, des mamans, des poussettes, qui fuient. Et ça rappelle des souvenirs horribles de 1940 et de l'Exode. Tout ceci construit un paysage intellectuel, culturel, qui est extrêmement angoissant. On est totalement incapable de faire des projets, par exemple. On est au mois de février, il y a eu les vacances de février, et on s'interroge sur qu'allons-nous faire cet été. Mais personne n'est capable aujourd'hui de dire « je vais aller en vacances à tel endroit ou à tel autre ». Parce que l'idée même, c'est l'avenir qui est estropié. C'est le futur immédiat qui est esquinté. Et on se demande, avec angoisse, quelle pourra être la suite, quand cela va-t-il se terminer? Bien sûr qu'il y a, l'atmosphère est plombée. Tous les journaux télévisés commencent par l'Ukraine. Absolument. On voit des images terrifiantes. Et c'est une angoisse qui imprègne l'air du temps. Jacques Tarnero, merci. On aurait aimé pouvoir disposer de plus de temps pour vous écouter. Merci de votre disponibilité. Merci aussi aux auditeurs du Studio Qualita de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine et à bientôt, Jacques, j'espère.